Et j'ai le plaisir, pour commencer ce sommet pour une montagne durable, d'accueillir sur scène Heidi Sevestre, Emma Aziza et François Gemène qui va arriver dans une seconde. Merci. Mesdames, merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir pour commencer ce sommet pour une montagne durable et cette COP. François m'a dit qu'il serait là à 55. Il est 54. Il n'y a aucun doute qu'il va arriver quart d'heure savoyard. C'est beau d'être aussi ponctuel que ça. On croise les doigts pour qu'il arrive dans pas longtemps. Peut-être pour commencer, parce que on vous connaît, mais peut-être que certaines personnes dans la salle méritent de connaître un peu mieux vos travaux de recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos principaux travaux et quelles sont vos principales occupations? Emma, on va peut-être vous laisser commencer. Merci. Alors moi, j'ai commencé d'abord par œuvrer pendant ces 15 dernières années sur... on parle beaucoup d'adaptation, on parle beaucoup d'habitabilité. Le premier champ qu'on a eu à traiter en France, c'était le risque inondation. Et donc, je sortais de mon laboratoire de recherche à ce moment-là. J'estimais qu'il y avait des territoires qui avaient un besoin de connaissances, de savoir, d'outils, de méthodes. Et donc, j'ai décidé de créer un centre de recherche-action pour accompagner les populations, accompagner les tissus économiques à devenir plus résilients face au risque inondation. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne. Plus de 32 agglomérations qu'on accompagne en ce moment, plus de 300 communes. On est partout. On commence même à exporter à l'international notre modèle parce qu'on a une chance en France. Et bien souvent, on l'oublie quand on parle du risque inondation. On cite les Pays-Bas comme un modèle exemplaire. Il faut savoir que la France, qui a vécu Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine en 1992, eh bien, en réalité, ont permis d'enclencher des politiques extrêmement fortes. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. On voit qu'il y a moins de victimes. On voit que les personnes sont plus rapidement prévenues. En tous les cas, c'est sur toute cette chaîne de valeur et notamment la manière de donner une conscience du risque au territoire sur lequel j'ai œuvré en matière de recherche-action pendant 15 ans. Ensuite, je suis partie beaucoup plus à l'international sur une meilleure compréhension via les toutes dernières images satellitaires de la manière dont on est en train si on le dit de manière un peu abrupte, mais de clairement piller les nappes planétaires, l'ensemble des nappes phréatiques et fossiles qui en réalité soutiennent l'intégralité de nos économies depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, jusque-là, on avançait à l'aveugle et aujourd'hui, ce sont des choses que l'on voit parce qu'on a des images qui nous permettent d'évaluer sur ces 20 dernières années l'évolution de la gravité terrestre et donc ça nous permet de comprendre à quel point certaines nappes sont en déclin, voire sont en train de se tarir, alors qu'on s'appuie encore dessus pour de nombreuses économies. Et enfin, j'avance de plus en plus aujourd'hui vers une compréhension de la manière dont le cycle de l'eau se dérègle. Je l'observe depuis 20 ans à travers les images satellites et radars en France. Et j'ai été un peu aux premières loges dès 2017 de cette bascule qu'on a commencé à vivre en France, alors qu'on n'était pas prêt. Il y a encore 10 ans, on nous expliquait que le réchauffement climatique, c'était bon pour les ours blancs et les calottes glaciaires, mais que ça ne nous concernerait pas. Et je crois qu'au contraire, il faut aujourd'hui se préparer parce qu'il y a, et on en reparlera, mais des modifications qui sont parfois flagrantes, à l'image de cette canicule quand je suis arrivée hier et de cette fonte, de ces eaux de fonte que l'on voit massivement dans nos cours d'eau. Mais on a des signaux peut-être plus sournois, peut-être des signaux faibles, mais notamment la perte de la rosée matinale, qui atteint une grande partie de la France et qui est responsable en grande partie de restrictions en eau que l'on va avoir, donc qui atteignent notre économie. Commencer à comprendre ça, c'est commencer à comprendre comment fonctionne ce dérèglement sur la France. Et donc, voilà les sujets qui m'animent au quotidien. Merci Emma. Et comme cette COP est particulièrement dédiée à l'eau, votre éclairage est évidemment précieux. Merci François, vous m'aviez dit 55, vous étiez là à 55 précisément.
Et en fait, c'est parce que je suis allé à l'hôtel d'abord. Ah, bah, bien sûr. Et donc j'ai perdu 3 précieuses minutes. On est ravis de vous accueillir. Merci. La première question était peut-être de présenter vos travaux de recherche et les sujets qui vous animent. Heidi, vous vouliez poursuivre peut-être sur les travaux qui vous animent au quotidien? Je peux aussi me présenter avec plaisir. Merci à toute l'organisation de ce sommet pour la montagne durable. Je tiens à vous dire que c'est ultra important ces moments de rencontre. Donc vraiment, merci d'avoir fait le déplacement, merci de nous inviter, parce qu'on sait que c'est des sujets, sur certains points, qui sont des sujets de tension. Et le plus important aujourd'hui, c'est vraiment qu'on maintienne un dialogue, en fait, tout simplement. On l'aime, cette montagne, toutes et tous, on veut lui donner la meilleure chance possible. Donc c'est vraiment très important, en tout cas, qu'on soit tous là aujourd'hui. Donc voilà, moi, je suis glaciologue. J'ai la chance d'étudier les glaciers un petit peu partout dans le monde. Je suis rattachée à une institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, donc un petit peu plus loin d'ici. Mais je suis Haute-Savoyarde de cœur. Quand je suis en France, j'habite à Annecy. Je salue le maire d'Annecy qui est ici. Et en fait, j'ai la chance d'étudier les glaciers, certes dans l'Arctique, mais un petit peu partout dans le monde. Donc sur ces grandes calottes polaires, aussi des glaciers qui sont le long de l'équateur, qu'on appelle des glaciers tropicaux. Et quand je passe sur les glaciers, j'ai l'opportunité d'essayer d'éduquer le plus grand nombre de personnes possible à mon petit niveau, mais c'est important qu'on le fasse, que les scientifiques, c'est pour ça qu'on est là, on sorte de nos activités de recherche quotidiennes et qu'on aille expliquer, échanger avec les élus, avec les entreprises, avec la société civile, là où on en est. Ici à Chamonix, je pense que tout le monde comprend à quoi ça sert les glaciers, pourquoi c'est important, mais ces glaciers sont aussi importants ailleurs, loin d'ici, aussi le long de nos littoraux. Et aujourd'hui, clairement, on est en train de réaliser à quel point cette cryosphère, donc ce permafrost, cette neige, ces glaciers se font atomiser par le changement climatique, et à quel point on n'est pas prêt en fait à cette perte de cette cryosphère. Vraiment, l'urgence, elle est absolue. Je ne vais pas mâcher mes mots ce matin. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé à Blatten, évidemment, avec le glacier du Birch, je pense que ça devrait être le plus gros signal d'alarme pour tout le monde. Et on parle d'adaptation, et c'est crucial de parler d'adaptation, mais cette adaptation, on n'arrivera pas à la faire si on n'attaque pas le problème à la source. Si on parle que du climat, on a besoin de tout faire aujourd'hui. On n'a pas de marge sur ces émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas se permettre de négocier avec cette nature, donc c'est maintenant et c'est tout de suite. Merci Heidi. Et à la source des transitions étant le thème de cette journée, on va essayer de remonter à la source des solutions aussi. François Gemène, vous êtes le co-auteur de la 6e édition du GIEC. Au quotidien, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos champs de recherche? Eh bien, je travaille essentiellement sur la recherche de solutions. Donc je travaille pas sur les impacts des glaciers sur l'eau, etc. Et d'autres font ça mieux que moi. Moi, je suis engagé dans la recherche des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça passe par diverses fonctions. Je suis d'abord professeur d'économie à HEC, l'école de commerce, où je dirige le master dédié aux questions de durabilité et d'innovation sociale, c'est-à-dire les questions de RSE. Comment est-ce qu'on va former les dirigeants économiques de demain pour réorienter l'activité des entreprises? Je suis également chercheur au FNRS, qui est l'équivalent belge du CNRS, donc en Belgique, ce pays de haute montagne, où là je travaille sur les impacts humains du changement climatique. Comment nos sociétés sont transformées par les impacts du changement climatique. Je travaille donc sur l'immigration, sur les questions de conflits et de sécurité. Je suis également co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées en France, qui conseille l'armée française sur la manière de réorienter ses opérations face au changement climatique et sur les nouveaux risques de conflictualité associés au changement climatique. Je suis président du conseil scientifique de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui travaille beaucoup notamment sur des questions de biodiversité dont on parlera, j'imagine, et qui sont importantes et qui essaient vraiment d'avoir une écologie au plus proche des gens, au plus proche des territoires, orientée sur les solutions. Je suis également président de l'Observatoire de la finance durable, qui est un think tank d'environ une trentaine de personnes qui travaillent et essaient de réorienter les grands flux financiers internationaux de manière à ce qu'ils puissent financer la transition, et notamment dans les pays du Sud. Le 4e sommet sur le financement du développement, Financing for Development, s'ouvrira à Séville dans 15 jours. On y sera présent. Et je suis aussi président de l'Alliance pour la décarbonation de la route, qui est un groupement d'industriels, de collectivités et de chercheurs qui cherchent à voir comment on peut faire baisser les émissions du transport routier, qui est donc la première source d'émissions en France. Un gros tiers des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays proviennent de la route. Et donc toutes ces activités sont quand même
orienté avec un seul but, comment est-ce qu'on fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, comment est-ce qu'on adapte l'activité économique, les territoires, et moi je suis exaspéré aujourd'hui de voir à quel point nous avons une myriade de solutions à disposition. Des solutions qui sont toutes dans l'intérêt des gens, dans l'intérêt des entreprises, dans l'intérêt politique et géopolitique du pays et du continent, et à quel point nous sommes incapables de déployer ces solutions. Hier, vous avez forcément vu ce rapport qui montre l'accélération du réchauffement et le fait que nous ne parviendrons plus à atteindre malheureusement le seuil symbolique des 1,5 degré de réchauffement de la température. Le jour même où nous apprenons cette nouvelle, ces tocards au Parlement vont voter un moratoire sur le développement des énergies renouvelables en France. C'est une des solutions évidentes que nous avons pour décarboner le secteur énergétique. Il faut rappeler que la combustion des énergies fossiles, c'est 3/4 des émissions de gaz à effet de serre au monde. C'est un facteur de dépendance à la Russie et aux États-Unis, c'est-à-dire à des régimes qui nous sont de plus en plus hostiles. Et ce jour-là, ces députés vont aller voter un moratoire sur le développement des énergies renouvelables. C'est comme si on votait un moratoire sur Internet dans les années 90. C'est un coup de poignard dans le dos des entreprises de ce pays, c'est un coup de poignard dans le dos de l'Europe, et c'est aussi une catastrophe pour le climat. Mes enfants qui sont en maternelle sont plus intelligents que nos députés. Mesdames, Messieurs les parlementaires... Alors attendez, je vois les réactions dans la salle, c'est pas tous les députés, là. Oui. Ok, c'est les députés du RN qui ont fait voter ça. Mais où étaient les autres, bon Dieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres? Comment est-ce qu'on laisse le RN voter des lois aussi importantes sur ce sujet? Vous étiez où les socialistes? Vous étiez où les Renaissances? Vous étiez où les écolos? Vous étiez où? C'est ce qui s'appelle... partir sur les chapeaux de roue. Et merci François, vous êtes arrivé à brûle-pourpoint et en pleine forme. Merci de cette arrivée en fanfare. Merci aussi à tous les trois d'être là, parce que je sais à quel point vos agendas sont chargés, et l'importance de votre présence, c'est aussi de se dire on a besoin d'un éclairage global sur l'ensemble des sujets qui touchent finalement à l'ensemble de la population mondiale, mais elle impacte très directement et peut-être plus rapidement les territoires de montagne. Et avant de parler des solutions que vous êtes tous les trois tous les jours en train de porter sur la scène publique, sur la scène médiatique, et vous êtes là aussi parce que vous avez cette capacité à rendre compréhensibles des sujets extrêmement compliqués, et je vous remercie pour le temps que vous nous accordez pour ça. J'aimerais un petit mot plus intime, peut-être plus personnel sur votre rapport à cette montagne. On est aujourd'hui à Chamonix-Mont-Blanc, au pied du toit de l'Europe, au pied du Mont-Blanc. Elle représente quoi pour vous, cette montagne, dans votre sujet de recherche, et elle représente quoi pour vous aussi dans votre rapport à la nature, dans votre rapport au monde qui nous entoure? Emma, peut-être pour commencer. Alors, moi, je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois, de la montagne quand j'avais 14-15 ans. J'ai commencé très tôt à faire des montées sur glacier à l'époque et à skier à la Grave. Donc voilà, c'est une grande partie de ma jeunesse qui m'a toujours portée. Aujourd'hui, j'ai certes moins le temps et je suis moins présente sur ces territoires, mais en tous les cas, je pense qu'il faut leur redonner leur place, leur dimension, leur puissance. Aujourd'hui, on a toujours appelé ces glaciers les châteaux d'eau, mais en réalité, derrière se cachent des phénomènes complexes qui relient à la fois ces eaux de fonte qui alimentent l'aval puissamment. Aujourd'hui, 25% de toute la population mondiale ne vivrait pas sans ces, comme diraient les Indiens Kogi, sans ces cerveaux de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller chercher tout ce qu'on ne sait pas. Et je crois qu'il reste encore aujourd'hui beaucoup de choses à comprendre, notamment les relations qui existent entre le pergélisol, entre cette cryosphère et les nappes souterraines. De plus en plus d'études nous montrent, notamment par exemple sur le bassin himalayen, à quel point on a 70% des recharges des réservoirs souterrains qui viennent de l'alimentation des glaciers.
Et donc, comment on fera demain quand on sait aujourd'hui l'impact qu'on a et quand on voit cette perte d'enneigement massive que l'on a sur nos Alpes, par exemple, ou partout à travers le monde? Eh bien, comment est-ce qu'on nourrira ces nappes qui nourrissent les sols, qui nourrissent nos rivières, qui nourrissent toutes nos économies? Et donc, il va falloir se poser ces questions-là, aller beaucoup plus loin. Vous parliez d'un territoire de transition. Je crois qu'il faut aussi, ce laboratoire des transitions, il faut que ce soit aussi un laboratoire de recherche-action directe, précise, où on agit. On parlait de solutions. Je crois qu'il faut tenter toutes les solutions. Tout ne fonctionnera pas, mais en tous les cas, il faut essayer. Et donc, dans une période où le cycle de l'eau est en train de s'accélérer, il faut savoir que pendant les 30 Glorieuses et la phase d'industrialisation de la France, eh bien, le cycle de l'eau s'était désaccéléré, il s'était freiné, parce qu'on avait tellement émis de matière en suspension dans l'atmosphère qu'on avait refroidi l'atmosphère, et donc on avait finalement fait un cycle en sens arrière. Et puis maintenant, d'un seul coup, tout s'accélère, et donc ça a repris le pas. On voit très bien qu'on bascule très rapidement, très violemment. On a l'impression qu'en France, ça fait 1 an et demi qu'il pleut et que finalement, on ne manquera pas d'eau. Et puis, on se rend compte que déjà, la moitié de la France commence à vivre des sécheresses. Et donc, c'est ces bascules qui sont rapides, qui sont violentes, pour lesquelles on n'est pas prêt. Et moi, je cite souvent une transition qui m'a beaucoup marquée. C'est l'année 2017-2018. On s'est retrouvés en 2017 avec quasiment 10 mois continus sans une goutte de pluie en France. Et en l'espace de 3 jours, on a basculé sur des inondations records, historiques, de la pluie durant tout le printemps, un excédent dans nos recharges souterraines, plus de 30% d'eau qu'on a. Donc en fait, on était serein, on ne se posait plus de questions, on avait ce sentiment que finalement la sécheresse c'était l'année d'avant, et il a suffi de 3 semaines de canicule pour qu'on rebascule dans une situation de sécheresse historiquement pire que l'année précédente. Et donc commencer à comprendre ces sécheresses éclairs, ces moments de bascule, c'est aussi comprendre à quel point nos territoires, nos populations et nos économies sont totalement vulnérables en lien avec cette ressource en eau. Et donc, de la même manière qu'on est capable de freiner ou d'accélérer le cycle de l'eau, eh bien aujourd'hui, il va falloir le régénérer. Et effectivement, on sait comment faire. Le principal chemin, c'est de prendre cette eau et de réussir à lui donner de la verticalité, à la faire pénétrer en profondeur, parce que plus vous alimentez le socle, la source qui sont les nappes, plus vous allez réussir à alimenter tous les systèmes. Et effectivement, eh bien, ces glaciers y contribuent largement. On ne le sait pas assez, on ne l'étudie pas assez. Et donc, je crois qu'on doit vraiment ouvrir cette voie. Merci. François, cette montagne, dans vos recherches, dans la manière dont vous appréhendez et êtes au monde, elle a quelle place et elle incarne quoi pour vous? Moi, j'ai beaucoup travaillé en Asie du Sud, notamment au Pakistan ou au Bangladesh. Et donc, la montagne, évidemment, c'est avant tout l'Himalaya et ses contreforts. Et c'est à la fois une source d'inondation considérable, et évidemment, la fonte accélérée des glaciers, y compris dans l'Himalaya, alors qu'on croyait jusqu'à récemment qu'ils étaient davantage préservés que d'autres glaciers dans d'autres régions du monde. Manifestement, ce n'est pas le cas, va créer régulièrement des inondations, avec des problèmes aussi de rupture de la glacière, qui sont évidemment un danger immédiat pour les populations. Et puis également des enjeux géopolitiques très très forts sur le partage de l'eau des fleuves. Plus de 2/3 des fleuves de la planète sont partagés entre 2 ou plusieurs pays, et on voit que c'est de plus en plus un sujet de conflictualité aussi entre États. Vous aurez vu récemment le début de guerre qui, heureusement, ne s'est pas détérioré davantage entre l'Inde et le Pakistan. Et très clairement, un des leviers de pression que l'Inde utilisait, c'était évidemment les cours d'eau et de couper l'accès à l'eau sur ces cours d'eau. De la même manière, l'Inde est régulièrement accusée de provoquer des inondations au Bangladesh en raison de sa politique de barrage. Et donc on a là évidemment un enjeu qui est géopolitique et géostratégique, qui est à la fois évidemment très influencé par les impacts du changement climatique, à la fois sur ce qui va concerner les inondations liées à la fonte des glaciers, et puis demain évidemment les pénuries d'eau, puisque c'est aussi un réservoir d'eau potable absolument essentiel à la vie des quelques 2 milliards de gens qui dépendent de ce bassin. Merci. Heidi, je vous ai gardé pour la fin, parce qu'il y a 1 an et demi, quand on s'est rencontrés,
Vous nous aviez accordé une interview où vous nous disiez que la montagne avait cette capacité à rendre l'invisible visible. Et alors que le sommet pour une montagne durable n'était qu'une idée, vous nous avez avoué que Chamonix-Mont-Blanc avait une place un peu spéciale dans votre activité aujourd'hui et que vous étiez un peu en amont avec ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle place Chamonix-Mont-Blanc a pour vous ? Oui, c'est clair. Je pense que la montagne, c'est vraiment toute ma vie. Vu mon prénom déjà, j'ai été un petit peu brainwashée quand j'étais petite aux histoires d'Heidi, la petite fille de la montagne, et je crois que c'était vraiment mon histoire. Et ensuite, si je t'appelle comme ça à cause d'Heidi de la montagne. Ouais, complètement. Ouais, mes parents étaient vraiment des amoureux de la montagne, alors plutôt dans les Aravis qu'ici. Et si je suis devenue glaciologue, c'est grâce à un guide de haute montagne. Alors malheureusement pas de Chamonix, un guide de Verbier. Mais quand j'ai eu 16 ou 17 ans, il m'a dit, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers, pourquoi tu ne ferais pas ça ? Et ensuite, à force de kikiner Luc Moreau, j'ai fait mon premier stage sur le glacier du Trien, donc pas très loin d'ici. Et c'est vrai que cette vallée, elle nous émerveille, et on voit à quel point elle attire, cette vallée, hein, c'est pas par hasard, elle est absolument somptueuse. Et il y a quelques années, ma mère a sorti des photos de famille en voyant, sur une de ces photos en noir et blanc, il y avait mon arrière-grand-mère, Pauline Tupin, qui a grandi à Gruffy, là où j'ai grandi aussi, sur la mer de glace. Donc 1916, c'était le début du tourisme. Avant, les glaciers nous faisaient peur. Maintenant, les glaciers nous ont beaucoup attirés. Et c'est clair qu'elle, je pense qu'elle ne s'est pas tordue la cheville en marchant du petit train du Montanvert jusqu'à la surface du glacier. Le glacier était évidemment beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Et donc, cette vallée, elle a une importance considérable pour moi. Parce que cette vallée, elle est très belle, on y tient, mais cette vallée, elle souffre énormément. Et je suis complètement d'accord sur le fait que cette vallée doit être un laboratoire, non seulement pour continuer, et vous avez des scientifiques extraordinaires et des services extraordinaires qui nous permettent de mesurer comment cette montagne elle évolue par rapport au dégel du pergélisol. On pense à Ludo Ravanel et à ses équipes, par rapport à la fonte de ces glaciers, par rapport aux avalanches. C'est très, très important de continuer à étudier ces risques. Mais je voudrais vraiment vous mettre en garde aussi face aux fausses bonnes solutions. Et je pense qu'on en parlera. Mais aujourd'hui, moi, un truc que j'étudie beaucoup, alors pas par passion, mais parce que c'est en train d'arriver à la vitesse de la lumière, c'est la géo-ingénierie. Alors, il y a un peu de tout dans la géo-ingénierie. Il y a des choses qui marchent, qui sont importantes à mettre en place. On a besoin d'innovation, de technologie, évidemment, pour nous aider à être un petit peu plus efficaces. Mais là, en ce moment, je ne sais pas si vous les avez déjà vus venir, mais nous, en tout cas dans l'Arctique, vu que ça se réchauffe encore plus vite qu'ici, on les voit venir à 3000 km/h. C'est des gens qui nous expliquent que là, la situation, elle est tellement apocalyptique qu'on va mettre des miroirs dans l'espace, on va bloquer le rayonnement solaire. Sur les glaciers, il n'y a pas 10 000 options. Ils nous disent qu'on va continuer à mettre des canons à neige de partout ou des bâches blanches. Les bâches blanches, je sais que ça marche sur des endroits très très précis, mais quand on sait que les glaces sur Terre, c'est 10% des surfaces émergées, je pense que ça va être un peu compliqué. Qui nous explique que pour limiter la fonte du Groenland et l'Antarctique, ils ont la solution. Et alors accrochez-vous, parce qu'il faut avoir le sens de l'humour en glaciologie parfois, que la solution, c'est de construire des rideaux sous-marins qui vont faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres de long, ancrés dans les fonds sous-marins autour du Groenland et de l'Antarctique, parce qu'il y a des eaux chaudes qui grignotent ces calottes polaires dans leur périphérie. Donc là, oui, voilà, les Shadocks, ils arrivent, donc préparez-vous. Et en tout cas, juste pour vous dire pourquoi il faut s'en préparer, parce que on sait qu'il y a des lobbies de partout, des lobbies des fois qui nous veulent du bien, beaucoup qui pas forcément. Et là, le lobby de la géo-ingénierie qui nous dit qu'on a la solution, la seule solution qui va résoudre tous nos problèmes, en fait non. Mais ce qui est génial, c'est que toutes les autres solutions qui agissent dans tous les secteurs, elles existent déjà. Comme tu l'as dit, François, encore faut-il les mettre en place à l'échelle qu'elles méritent, quoi. Donc faites très gaffe à des personnes qui vous expliquent qu'il y a un miracle technologique qui est en train d'arriver. Oui, on a besoin de la technologie, mais attention, je ne suis pas sûre que c'est en envoyant des miroirs dans l'espace qu'on va y arriver, quoi. Aujourd'hui, déjà, on a besoin de solutions qui prennent soin de nos écosystèmes. C'est clairement ce dont on a besoin. Emma, tu as initié la conversation là-dessus, qui est très bien. Ces montagnes, qu'il y ait des glaciers ou pas, ce sont des châteaux d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait quand ces glaciers auront disparu ? Parce que là, clairement, c'est vers quoi on est en train d'aller. Et la meilleure chance qu'on peut se donner aussi par rapport à ce cycle de l'eau, et là, je parle sous ton contrôle, mais c'est déjà de préserver les écosystèmes qui entourent ces montagnes, quoi. Vous connaissez Jean-Baptiste Bosson, Marge glaciaire. Il y a aussi Mountain Wilderness qui travaille sur les écosystèmes post-glaciaires. Voilà. Mais oui, je sais, je les vois là. Qu'est-ce qu'on fait de ces écosystèmes qui sont en pleine transformation ? Ne nous trompons pas sur les solutions qu'ils veulent mettre en place. Et je m'arrête de parler.
Merci Eddy. On va faire attention aux toutes ingénieries et aux solutions miracles. Tous les trois. La difficulté avec le changement climatique, c'est qu'il n'y a pas une solution. S'il y avait une solution miracle, on l'aurait déjà mise en place. Simplement, il y a des solutions. Il y a certaines solutions qui vont très bien marcher dans certains milieux, dans certains pays, d'autres qui vont être beaucoup plus difficiles à mettre en place dans certains milieux, dans certains pays. Et c'est ça qui rend les choses plus difficiles que pour le trou dans la couche d'ozone, par exemple. Le trou dans la couche d'ozone, on avait une solution. Il fallait se débarrasser des chlorofluorocarbones, des CFC. On avait des gaz de remplacement. Et donc, on a mis en place ces processus industriels. Avec le changement climatique, la difficulté, c'est que les solutions, elles sont à la fois techniques et technologiques, que ça passe aussi par des solutions politiques, notamment pour réglementer davantage certains usages, pour essayer de rétablir certaines distorsions du marché, notamment quand vous faites que le coût environnemental des biens et services n'est pas du tout inclus dans leur prix. Et puis, évidemment, il y a des solutions qui passent aussi par nos comportements à nous. Et la grande difficulté, c'est d'articuler toutes ces solutions ensemble plutôt que de les opposer les unes aux autres. Et souvent, moi, je suis frappé, et c'est particulièrement le cas en France, je suis désolé de le dire, on a tendance à opposer les solutions les unes aux autres, à opposer le nucléaire aux renouvelables, à opposer la décarbonation et l'adaptation, à opposer les solutions technologiques au changement de comportement. Et vu l'urgence, ces oppositions stériles entre solutions, ce sont des caprices d'enfants gâtés. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons absolument mettre tous les fers au feu et déployer toutes les solutions qui sont possibles. Et donc, c'est vraiment très important de ne pas se faire emporter par des mirages d'une solution technique ou technologique miracle qui résoudrait tout. C'est très important aussi de ne pas opposer les solutions entre elles. Vous qui êtes un observateur du quotidien de la vie politique et publique française, européenne, internationale, on note un petit backlash écologique peut-être aujourd'hui. Et quand on vit ça au quotidien, qu'on est chercheur comme vous l'êtes, qu'on essaie de nourrir le débat public avec ça, comment on fait pour ne pas désespérer? Comment vous arrivez à continuer à garder... On a senti votre colère tout à l'heure, François. L'idée n'est pas de la cacher, mais la vérité, c'est que quand vous prenez la parole publiquement, souvent, vous êtes quand même un homme tourné autour des solutions. Et comment vous faites pour tous les matins vous lever et continuer à avoir cette volonté tous les trois? Et quand je vous parle en général, je suis plutôt plein d'espoir après que plein de colère. Je bois beaucoup d'alcool. C'est une solution à court terme. Techniquement, chimiquement, l'alcool est une solution. Voilà, mais elle n'est pas de santé publique, hein, à consommer avec modération évidemment. Non, plus sérieusement, le chamboulement complet dans la manière dont on abordait les solutions, c'est qu'il y a une vingtaine d'années d'ici, on comptait beaucoup sur les gouvernements et sur les parlements pour initier ces solutions, pour donner l'impulsion, pour donner le là de la transition à la société. Et on espérait que les citoyens puissent suivre parce que les mesures réglementaires, d'incitation, les mesures fiscales allaient transformer certains comportements. Et on avait encore tendance volontiers, il faut le dire, à voir les entreprises comme un peu des obstacles réfractaires à cette transition qu'il allait falloir convaincre, à qui il allait falloir imposer des changements. Aujourd'hui, dans la période actuelle, et ça me désole de le dire, mais les plus grands obstacles à la transition, ce sont les parlements et les gouvernements. Et donc nous devons sans cesse lutter contre les parlements, lutter contre les gouvernements. Et je le dis sincèrement, heureusement qu'il y a aujourd'hui les entreprises, heureusement qu'il y a les collectivités. Moi, je suis très frappé de voir comme aujourd'hui, le là de la transition dans ce pays et en Europe, il est avant tout porté par les entreprises et par les collectivités. Et je suis frappé de voir à quel point il y a des mairies, des départements, des régions qui mènent des politiques audacieuses, qui véritablement transforment leur territoire. Je suis frappé de voir comme il y a des entreprises qui font des choix audacieux, qui questionnent leur modèle d'affaires et qui s'engagent véritablement. Et la question que j'essaye, en tout cas c'est ce qui me motive tous les matins, c'est de dire comment est-ce que je peux aider ces collectivités, comment est-ce que je peux pousser dans le dos, encourager ces entreprises pour qu'elles aillent plus loin. Et parfois il y a des obstacles, et parfois il y a des craintes, parfois on se heurte à certaines réticences, parfois il y a des logiques de marché qui sont difficiles et qu'il faut surmonter, et l'enjeu c'est de voir comment on va faire pour surmonter tous ces obstacles. Et je crois qu'un vrai problème que nous avons, c'est à quel point nous voyons encore aujourd'hui la transition comme une sorte de contrainte que nous devrions nous imposer. Et on entend les alertes des scientifiques, et d'ailleurs il n'y a même plus besoin des scientifiques, quasiment on peut voir à l'œil nu les glaciers
reculée ou l'eau qui vient d'en manquer. Aujourd'hui, nous voyons cette transition un peu forcée, comme une contrainte qui nous est imposée par la force des choses, par l'état de l'environnement. Et on en discute sans cesse en termes de coûts supplémentaires, de réglementations auxquelles il faut se plier, de sacrifices à accepter, de renoncements auxquels consentir, c'est-à-dire de choses dont nous n'avons pas très envie, fondamentalement, et donc on va souvent utiliser le premier prétexte venu pour essayer de s'en débarrasser. Et c'est comme ça que j'analyse ce backlash actuel. On avait l'impression de devoir faire des efforts sans voir de bénéfices, parce que la situation sur le front de l'eau, sur le front des glaciers, sur le front de l'environnement en général, elle ne cesse de se dégrader année après année. Et donc, pour beaucoup, on se disait, mais on fait tous ces efforts, à quoi bon, puisqu'on ne voit pas la situation s'améliorer? Et de surcroît, alors qu'on sait bien évidemment s'il s'agit de problématiques mondiales, on voyait certains pays comme les États-Unis se désengager. Et donc, si vous avez à la fois quelque chose que vous percevez comme une contrainte, et si vous voyez que les autres ne s'imposent pas cette contrainte, ben évidemment, vous avez tendance à vouloir vous débarrasser vous-même de cette contrainte. Et c'est comme ça que j'explique cette sorte de backlash auquel on assiste actuellement et qui est vraiment généralisé. On est en train de démonter tout l'édifice qu'on avait patiemment et trop lentement commencé à construire ces dernières années, et c'est vrai en France, c'est vrai en Europe. Et ce qui me frappe, c'est que nous faisons tout cela parce que nous regardons en permanence du côté de Washington. Chaque tweet de Donald Trump déclenche une émission spéciale avec Darius Rochebin sur LCI. Vous avez sur France Info, la chaîne Info, une émission qui s'appelle L'heure américaine tous les jours. Ok, j'attends avec impatience la minute chinoise ou la seconde indienne. En d'autres termes, nous ne prêtons pas suffisamment d'attention, notamment à ce qui se passe à Pékin, où là, le train de la décarbonation a été lancé à grande vitesse, pas du tout pour des raisons climatiques. Le Parti communiste chinois n'est pas devenu écolo du jour au lendemain, mais simplement parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un atout économique fondamental, que c'était des secteurs économiques d'avenir. Et je suis frappé de voir comme nous sommes aujourd'hui tentés de suivre un peu la voie américaine et de tout déconstruire et de tout déréguler, alors qu'à l'évidence, le train de l'économie décarbonée et plus circulaire est lancé à grande vitesse depuis Shanghai, et je crains fort que quand le train va passer en gare de France, eh ben, nos entreprises et notre pays ne soient pas prêts à monter à bord. C'est pour ça que ce backlash m'inquiète tellement aujourd'hui, pas seulement pour des raisons climatiques, mais aussi pour le futur de l'économie de ce pays et pour le futur des entreprises. Et l'enjeu fondamental sur la transition, c'est d'en faire un vrai projet fédérateur qui montre aux gens ce qu'ils ont y gagné pour leur santé, pour leur portefeuille, pour leur confort thermique, qui montre aux entreprises à quel point c'est un atout majeur dans l'économie du XXIe siècle qui se dessine, qui montre au pays, qui montre à l'Europe à quel point c'est une question géopolitique fondamentale. Et tant qu'on n'aura pas réussi à faire de cette transition un projet, tant qu'on n'aura pas réussi à faire apparaître les bénéfices immédiats, je crains hélas qu'on l'apercevra comme une contrainte parce qu'on verra la situation se dégrader. Et là, malheureusement, il y a un peu de physique du climat. Pour la biodiversité, la donne est un peu différente, mais en termes de physique du climat, tant qu'on n'a pas atteint la neutralité carbone, la situation va continuer à se détériorer. C'est physique, c'est mécanique. Heidi, vous vouliez réagir? Non, je voulais parler d'une étude qu'on a tous vu passer, qui date d'il y a quelques semaines, qui s'appelle le projet 89%. Vous en avez entendu parler? En fait, ils sont allés interviewer 130 000 personnes sur Terre, dans des pays pauvres, des pays en développement, des pays riches comme le nôtre. Et en fait, dans ces pays, ils ont réalisé qu'entre 80 et 89% de la société civile demandait plus d'action climatique de la part de leur gouvernement. Vous vous rendez compte? En fait, on n'est pas des pirates dans notre petit coin, des Gaulois à vouloir faire des hugs à des armes. En fait, les gens réalisent pleinement ce qui est en train de se passer, de la violence du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, et demandent un vrai courage politique sur ces sujets-là. Et je voulais rebondir sur ce que disait François, parce que c'est vraiment très crucial aujourd'hui de réaliser tous les co-bénéfices qui sont associés, si on parle que du climat, mais vraiment j'aimerais beaucoup t'entendre sur l'eau, Emma, sur ce point, les co-bénéfices qu'on a, mais à regarder la vérité en face et à se préparer à ce qui nous tombe dessus littéralement, et là je sais à quel point à Cham on comprend l'importance de la gravité. Aujourd'hui, ces co-bénéfices sont cruciaux. Là, moi j'ai passé la semaine dernière
auprès d'une entreprise où je suis allée voir les ouvrières, les ouvriers, je suis allée dans les laboratoires de recherche parce qu'ils ont fait leur cartographie des risques. Et ils ont fait leur bilan carbone là-bas aussi. Ah ben ils ont vite réalisé que d'ici 5 ou 10 ans, s'ils n'attaquent pas ces problèmes à la source, ça va être très compliqué pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, quand on réalise que, bah oui, lutter contre le changement climatique, mais alors le faire comme il faut, en accord avec la biodiversité, bah, c'est bon pour notre nourriture, c'est bon pour notre santé, c'est aussi, je pense, bon pour notre eau, c'est bon pour nous donner plus de robustesse, on sait à quel point c'est un concept important. En fait, il faut qu'on réalise à quel point ce serait stupide de ne pas le faire. Et quand on va dans les territoires, quand on va dans les entreprises, ah ouais, mais clairement, c'est là où ça bouge. Je pense que c'est vraiment là où le changement se fera, quoi. Et d'où l'importance de ces COP, justement, régionales, départementales. Si le changement, il vient pas de là, bah, faut arrêter, quoi. Le changement, il viendra de nulle part ailleurs. Et je suis convaincue que le haut de la pyramide, il commence à regarder ce qui se passe un petit peu en bas. Littéralement, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais vraiment, il faut arrêter d'attendre que les choses se fassent pour nous parce qu'elles se feront pas pour nous. Donc c'est vraiment à nous de reprendre notre destin en main, là, de s'énerver un petit peu. Et si on veut vraiment donner la meilleure chance possible à nos territoires, à notre agriculture, à nos industries et à notre biodiversité, à notre santé, ben encore une fois, quoi, qu'est-ce qu'on attend, quoi? Allons-y, c'est tout de suite. Je reviens un instant sur ce truc du projet des 89%, qui est vraiment très très important. Parce que c'est un énorme sondage qui a été conduit dans 117 pays, et on voit que c'est quasiment le seul sujet sur lequel on a vraiment une opinion publique mondiale. C'est-à-dire que partout, dans tous les pays, il y a une énorme majorité des gens qui veulent davantage d'action face au changement climatique. Dans certains pays, Brésil, ça monte à 95%, Chine, 97%, en France, c'est 85% des gens. Et le problème pour le moment, c'est qu'on entend surtout les 15% de gens qui veulent se débarrasser de la transition. Et le problème, c'est que la majorité, pour le moment, elle a l'impression d'être minoritaire parce qu'on n'entend plus que les 15% qui veulent se débarrasser de la transition et dont la voix est amplifiée par des chambres d'écho, soit des médias de propagande, soit les réseaux sociaux. Et donc, de ce fait, la majorité des gens qui veulent davantage d'action a tendance à se taire par crainte d'un phénomène qu'on appelle la spirale du silence. Quand vous avez l'impression que votre opinion est minoritaire dans la société, vous avez tendance à vous taire. C'est pour ça que de plus en plus d'entreprises qui sont engagées sur ces sujets ne communiquent plus, et c'est dramatique parce que ça crée une spirale, ça a un effet performatif. Une autre expérience qui est tout à fait fascinante, qui a été menée il y a 2 ans aux États-Unis, quand il était encore permis de mener ce type d'expérience aux États-Unis. Maintenant, c'est fini. Des chercheurs ont convoqué des gens, un par un, et ont mis $450 en cash sur la table. Et ils ont dit aux gens, combien seriez-vous prêts à donner à une ONG qui investirait cet argent dans des énergies renouvelables? Et le reste de l'argent, vous pouvez le garder avec vous, c'est du cash pour vous. Eh bien, en réalité, la grande majorité des gens acceptaient de laisser de l'argent à l'ONG. En moyenne, les gens laissaient la moitié de l'argent à l'ONG. Mais tous les gens étaient convaincus qu'ils étaient les seuls à avoir donné de l'argent à l'ONG. Ils étaient tous convaincus que tous les autres participants avaient gardé tout l'argent pour eux. Et quand on leur disait qu'en fait non, la majorité des gens avaient fait comme eux et avaient donné de l'argent, eh bien les gens étaient prêts à donner encore plus. Et donc c'est très important les résultats de cette expérience, parce que ça montre que si la voix de la majorité sur ces sujets est entendue et donne de la voix, ben en fait ça crée aussi un effet d'entraînement et on est prêt à en faire davantage. Et ça c'est vraiment un truc fondamental. Merci François, et peut-être juste pour rebondir là-dessus, cette confiance, elle s'incarne aussi aujourd'hui par le fait qu'on organise une COP et un sommet organisé par une collectivité. Parce absolument, que c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des événements comme celui-ci. Absolument. Travaillent ensemble au service des transitions, et le fait que tous les échelons de la décision publique soient représentés et décident de co-construire ce type d'événement me donne un peu plus d'espoir qu'un backlash qui serait généralisé. Par ailleurs, ce que je vois dans le débat public aujourd'hui, et Heidi, je crois que vous y étiez très impliqué, c'est qu'il y a certains sujets sur lesquels, au-delà du monde de la montagne, on arrive en France à porter une voix internationale. Il me semble qu'il y a un truc, il y a 10 jours, qui s'est fini, qui s'appelait l'UNOC. Que faisaient les glaciers à une conférence des Nations Unies pour sauver les océans? C'est l'eau, hein. Je te laisse compléter parce que tout est lié, évidemment. On était vraiment heureux d'être... Alors nous, on était plutôt dans la zone verte, la zone grand public. Et en fait, on nous a fait une place de choix pour parler des glaciers de la cryosphère. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est quand on fait vraiment une vraie place à ces sujets, eh ben, les gens viennent. On avait plus de 100 000 personnes qui sont venues dans cette zone verte à l'UNOC.
Évidemment, tout est lié. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui nous montre qu'en fait, c'est les glaciers de montagne qui contribuent le plus à l'élévation du niveau des mers en ce moment. Le Groenland et l'Antarctique sont juste derrière. C'est dingue, hein. Donc finalement, à Nice, on réalise bien que les glaciers sont là, même il y en a qui ne sont pas très loin, mais que le sujet du retrait du trait de côte, de la montée des eaux, des submersions marines, tout est lié. Donc c'était vraiment très important qu'on parle de ce sujet de l'eau, qu'on parle de ce sujet des glaciers, qu'on en parle bien. Et on a vu à quel point ça a fédéré. Et ce qui était assez génial, je pense que c'était vraiment le tour de force de l'UNOC, c'est à quel point ils ont pu impliquer le secteur privé, en fait. Alors, on sait qu'il y a des coupes budgétaires stratosphériques sur le climat, sur la science, sur l'éducation en ce moment. Et en fait, on a besoin d'un coup de main. Si on veut continuer à surveiller ces montagnes et ces glaciers, on a besoin de financement. Et c'était très beau, je trouve, de voir le secteur privé justement se réveiller et donner un coup de main sur ces sujets. Et surtout à quel point c'est des sujets qui émerveillent, que ce soit l'océan, l'eau, les glaciers. Et ben voilà, les petits et grands sont venus nous retrouver. Et je peux vous dire qu'il y a eu un vrai déclic de la société civile sur ces sujets. Parce que certes, il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a eu le traité de la haute mer, il y a eu des avancées sur le plastique, il y a eu des avancées sur le deep sea mining ou contre le deep sea mining. Il y a des trucs qui ne passent pas. Et ça, c'était beau de voir que la société civile, quand on l'éduque, finalement, quand on comprend que autoriser des méthodes de pêche destructrices dans des aires marines protégées, ça n'a aucun sens, et ben c'est beau de voir que cette société civile s'est exprimée et elle ne laisse plus passer ces sujets. Donc en fait, l'importance de l'éducation sur ces sujets elle est cruciale. Quand on comprend ce qui se passe, on ne peut plus faire un trait dessus, on est obligé d'avancer. Emma, sur l'eau, je trouve qu'on a un peu de retard par rapport à des sujets qu'on sait mieux mesurer. On a bien mesuré les sujets carbone, on commence à comprendre, même si c'est extrêmement compliqué, des sujets biodiversité. Il y a des COP. Dans le débat public, l'eau, elle a fait une grosse percée en 2023 avec un plan eau, parce que 2022, parce que 2017, mais c'est encore compliqué de comprendre à quel point nos économies et nos écosystèmes humains, ils sont liés, en dehors de ce besoin vital qui est représenté autour de ces tables rondes, mais notre économie, elle est vraiment dépendante de l'eau. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment ? Alors effectivement, notre économie n'existe que parce qu'il y a de l'eau. Déjà, c'est un préalable. Tu parlais tout à l'heure de la surélévation des océans. 25% de la surélévation des océans actuels est liée directement à l'extraction massive dans les nappes souterraines. Qui, une fois qu'on les extrait, vous avez des nappes qui se sont enrichies durant des dizaines, des centaines de milliers d'années. Et puis, à un moment donné, vous arrivez avec un forage et vous allez prélever toute cette eau. Et bien sûr, grâce à ça, on va améliorer le rendement, on va améliorer la rentabilité. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. C'est ce qu'a cherché à faire l'Inde dans les années 60, avec l'arrivée de nouvelles pompes qui coûtaient pas cher. Eh bien, on a rendu autonomes des agriculteurs indiens qui, d'abord, ont fabriqué, ont porté, si vous voulez, leurs terres d'abord pour se nourrir eux-mêmes, mais ensuite le monde entier est venu les voir et le Made in India, finalement, s'est mis en place. Le Made in China a commencé également. Et donc, on voit à quel point la manière dont on a prélevé ces nappes, à l'image un peu du colonel Kadhafi, qui a été pour moi, avec Staline, un des plus grands dompteurs de cette eau. C'est souvent d'ailleurs, il y a une relation entre le fait de dominer l'eau, les relations de pouvoir et les dictateurs. D'abord, Staline a détourné une grande partie de 2 grands cours d'eau qui arrivaient jusque-là dans la mer d'Aral pour les amener jusqu'en Ouzbékistan et a forcé 1,2 million de punis de la guerre à prendre des pioches et à alimenter des canaux pour pouvoir amener cette eau. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre, parce que ça paraît très loin, je vous parle de Staline, mais nous n'aurions pas de fast fashion, nous n'aurions pas aujourd'hui de magasins achalandés par tous ces vêtements si nous n'avions pas eu ce coton qui est aujourd'hui fabriqué en Ouzbékistan et qui vient directement de cette dictature. Je prends un autre exemple, cette grande rivière artificielle qui a été mise en place par Kadhafi, eh bien, c'est le fait de se dire on va aller vider une nappe fossile et on va l'alimenter via des pipelines de 40 mètres de diamètre pour alimenter Tripoli. Et donc finalement, ils ont cherché à dépasser les lois de la nature en allant chercher l'eau souterraine. C'était facile de rendre finalement luxuriant des plaines qui jusque-là étaient désertiques. Et donc tout ça, eh bien, ça a aujourd'hui des conséquences parce que on avançait vraiment à l'aveugle, on ne regardait pas ce qui se passait sous nos pieds, mais en réalité, eh bien, maintenant, on voit
où sont les zones qui sont en train de s'effondrer. Et toutes ces masses d'eau-là, une fois qu'on les a extraites, on les a mis dans le cycle superficiel de l'eau. Et donc, on a amené de l'eau supplémentaire. Il ne faut jamais oublier que l'eau sous la forme de vapeur, c'est un gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la NASA suit ça de très près et considère que la vapeur d'eau double l'effet de serre du CO2. Donc, ce n'est pas moindre, ce n'est pas anecdotique. Préserver aujourd'hui nos rivières, nos fleuves, nos nappes, c'est venir aussi jouer sur le CO2, tout simplement parce que le CO2 et l'H2O dansent ensemble. Ils sont toujours ensemble. Si aujourd'hui on parle des océans comme un puits de carbone, c'est parce que c'est un océan, c'est parce qu'il y a de l'eau. Si aujourd'hui vous voulez réussir à capter ce carbone dans les terres, eh bien il vous faut 6 fois plus d'eau dans les terres. Ça s'appelle juste la photosynthèse, c'est basique, mais en réalité, eh bien, il faut toujours qu'il y ait un enjeu, une danse ensemble. Et puis surtout, je crois qu'on a parlé d'international, il faut comprendre que ce qui se passe ailleurs nous concerne directement. Alors on a toujours un peu l'impression que finalement la déforestation c'est loin, sauf qu'on a réussi à montrer que la déforestation par exemple du Congo actuellement, certes elle assèche tous les pays autour, parce qu'on n'a plus ce recyclage de l'eau continentale, mais elle empêche également une grande partie de vapeur d'eau de traverser l'océan Atlantique et d'arriver en direction de l'Amazonie. Si vous avez des sols plus secs en Amazonie, vous contribuez à accentuer la manière dont on va déforester. Et puis on s'est aussi rendu compte que moins d'eau en Amazonie, c'est moins de recyclage pour tous les pays d'Amérique du Sud, mais c'est aussi moins d'eau qui revient vers l'Europe. Et donc en réalité, nos sécheresses sont directement dépendantes de la déforestation actuelle au Congo. Comprendre que ce cycle de l'eau, il est absolument planétaire, comprendre que ce qui se passe ailleurs nous concerne directement, mais qu'à la fois, ce qui se passe localement, eh bien, peut avoir des actions absolument extraordinaires. Je n'ai pas répondu tout à l'heure à ta question. Tu nous demandais qu'est-ce qui nous donne le sourire. Alors, moi, il y a 2 choses. La première, ça a été déjà d'être dans l'action au quotidien. Je ne fais pas que parler dans les médias, j'agis aussi. Et j'ai commencé très jeune, dès que je suis sortie de mon doctorat, il y a 15 ans, j'étais passionnée par les enfants et j'ai fondé une association qui aujourd'hui a formé plus de 120 000 enfants. Dans des vallées inondables où on nous expliquait qu'il n'y a pas de culture du risque, les enfants ne savent plus rien. Nous, on les reconnecte à leur bassin de vie, à leur territoire. Et quand on a commencé, il y a à peu près dans les années 2015, à former aux économies d'eau, on m'a regardé, on m'a dit « mais pourquoi tu formes aux économies d'eau ? Il n'y a pas de problème. » Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, ça marche. C'est absolument incroyable. Former plus de 120 000 enfants, c'est former 240 000 parents derrière. C'est réussir à initier des graines d'éveil, de conscience. Tous veulent devenir hydrologues derrière. Je vais leur dire que tu viennes les voir, comme ça ils deviendront glaciologues aussi, on a besoin de renforts. Et en fait, donc voilà. Donc pour moi, c'est des petites actions que j'ai commencé à mener toute seule. J'avais rien, je ne savais pas vraiment comment faire. Je ne savais même pas ce qu'était une fiche de paye quand j'ai commencé à créer mon association et à démarrer. Et aujourd'hui, ça marche tout seul. Donc je me dis, si on fait tout ça partout, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose qui me donne le sourire, c'est le fait que partout où je vais dans le monde, où on restaure, eh bien, ça marche. La nature est bien plus résiliente que ce qu'on imagine. Et c'est extraordinaire. Et je crois que l'image qui, pour moi, était la plus flagrante, c'est quand je suis partie avec une délégation scientifique pour amorcer un dialogue 6 heures par jour avec des Indiens Kogi en Colombie. Et on a été faire un diagnostic territorial. On a observé des territoires qui avaient été saccagés par l'exploitation intensive de café. Je crois qu'on ne peut pas faire pire. Il y avait de l'exploitation de café et de l'élevage. Et on avait des taux de pesticides tels qu'on n'avait absolument même plus d'idée de ce que pouvait être un microbiote dans les sols. Eh bien, en 6 ans, ils ont transformé ces territoires qui ont été rachetés par une association française pour leur restituer en forêts comestibles. Je crois qu'on doit aller de plus en plus vers des forêts comestibles, on doit adapter nos espèces, on doit réussir partout à recréer ce cycle de l'eau. Et pour ça, ça veut dire qu'il va falloir jouer avec ce microbiote des sols, remettre les bonnes bactéries au bon endroit, réussir à comprendre qu'à un moment donné, la pluie, ça se cultive. Et j'aimerais peut-être dire une chose qui est peu connue et qui est en train d'émerger, mais on parlait des océans, et du lien avec le cycle de l'eau. 80% des pluies naissent dans les océans et meurent dans les océans. Mais il y a à peu près 20-21% qui arrivent sur les continents. Alors, pourquoi ? Parce que pour fabriquer
une molécule d'eau, il faut une graine. C'est pour ça qu'on parle d'ensemencement. On en parle quand on a des apprentis sorciers qui veulent créer de la pluie à Dubaï en ensemençant artificiellement les nuages, mais on a aussi de l'ensemencement naturel. Et cette graine, en fait, elle permet de nucléer la goutte d'eau. Et cette graine, principalement, c'est le sel. C'est le sel marin qui permet d'avoir 80% de nos pluies qui naissent dans nos océans. Et donc, quand ces 20% arrivent dans les continents, eh bien, on s'est rendu compte que ça correspondait finalement aux 2/3 de toutes les eaux qu'on a sur Terre. Alors, comment on peut avoir aussi peu d'eau qui rentre à Brest et comment la France, eh bien, et par exemple l'entrée du cycle de l'eau en Europe et comment elle va se recycler jusqu'en Russie. Et ça paraît incroyable parce qu'on se dit, mais à ce moment-là, on n'a plus de sel. Alors, quelle est cette molécule? Et donc, dans les années 80, on a découvert que cette molécule, c'était une bactérie. Une bactérie qui, en fait, avait trouvé une stratégie de conquête des territoires en créant de la pluie. Et donc, c'est absolument incroyable parce que cette bactérie, elle est pathogène des végétaux. Plus vous avez des végétaux, plus vous avez un couvert végétal, plus vous allez pouvoir finalement permettre le déploiement de cette bactérie, donc permettre les pluies futures. Et aujourd'hui, eh bien, certains sont en train de réfléchir à cultiver cette bactérie, à cultiver en fait ces champs pour pouvoir fabriquer des pluies. Et donc quand on comprend maintenant que, eh bien non, c'est pas les forêts qui sont dépendantes de la pluie, mais finalement c'est l'inverse, quoi. C'est vraiment la pluie n'existe que parce qu'il y a les forêts, que parce qu'il y a du végétal. Eh bien on commence à comprendre les choses un peu différemment. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut redonner cette place à ce cycle de l'eau pour lequel on nous a menti pendant des années, des générations. À l'école, on nous a expliqué que ce cycle de l'eau était renouvelable. Donc déjà, ça fait très longtemps qu'il est plus renouvelable, puisque la NASA nous dit que 75% des nappes souterraines sont en voie d'épuisement et que ces nappes ne se rempliront jamais. Je disais, maintenant c'est fini la NASA. Ah. Ils existent encore pour le moment. Et donc, en fait, premièrement, ce cycle n'est plus renouvelable. Et donc, ces réservoirs ont changé. Comprendre ça, c'est comprendre que si vous retirez cette partie d'eau, vous la mettez en superficie, eh bien, vous allez contribuer à réchauffer massivement l'atmosphère. Sauf que la molécule d'eau, contrairement au CO2, elle reste 8 à 10 jours dans l'atmosphère. Et donc, elle va venir modifier le cycle de l'eau en l'accélérant parce que 8 à 10 jours après, elle va retomber. Et elle retombera que si elle a cette bactérie. Donc, il va falloir qu'il y ait des végétaux. Il va falloir comprendre que cette bactérie, elle meurt à 30 degrés. Donc, dès qu'on a des canicules, on empêche les pluies futures. Donc, il va falloir couvrir les sols. Il va falloir régénérer ce cycle de l'eau. Et donc, la deuxième chose à comprendre, c'est que ce cycle de l'eau, non seulement il n'est pas renouvelable, mais il est vivant. Il a un microbiote, il y a des champignons, il y a différents types de bactéries, des spores, qui en fait permettent le cycle de l'eau. Et donc voilà, je crois que on n'en est pas aujourd'hui à faire des danses pour la pluie. En Afrique, quand on fait des danses pour la pluie, en fait, on tape sur le sol pour enclencher l'envoi de poussière pour permettre de nucléer cette goutte d'eau et permettre des pluies. Donc c'était réel, hein, ce jeu avec la pluie. Mais aujourd'hui, je crois qu'on doit tous avoir notre forme de danse pour la pluie, chacun sur son territoire, mais surtout, on doit arrêter d'avancer à l'aveugle. Les territoires doivent réussir à faire des sortes d'IRM généralisées sur là où ils en sont. Et on est capable de le faire. Moi, je le fais tous les jours et je me rends compte à quel point chaque territoire a une signature de cycle de l'eau qui est totalement différente, mais on arrive à voir les tendances. Et on arrive à comprendre exactement comment fonctionne l'humidité des sols, comment fonctionnent les taux d'évaporation, les liens avec les nappes, les liens avec les rivières. Et chaque territoire ayant une géologie différente va avoir une signature différente. Et quand on comprend vers où on va, on est même capable aujourd'hui de projeter et de comprendre finalement ce qui se passera demain. Et quand on fait le lien entre nos économies, et j'ai travaillé dernièrement pour un grand groupe de luxe français qui dépend massivement de cours d'eau, parce que pour fabriquer un sac à main, il faut de l'eau, pour faire une tannerie, eh bien, je me suis rendu compte que dans ce territoire, c'était dans le Grand Est, qui était plutôt protégé par le Jura, on avait toujours autant de pluie, on avait toujours autant d'hygrométrie dans l'air. C'était pas ça le problème. Et donc, quand on regarde dans les détails, on s'est rendu compte que le problème, c'était la température minimale journalière,
qui avait augmenté, et en augmentant, eh bien, on a dépassé la température du point de rosée. Et donc, les végétaux ne s'alimentaient plus de cette vapeur d'eau en les transformant en liquide. Elles étaient obligées de descendre en profondeur. Donc voilà, je crois qu'il y a un enjeu énorme à comprendre que parfois, ce ne sont pas des signaux alarmants. Moi, j'ai vu beaucoup, par exemple, de commentaires sur regardez les inondations à Valence en Espagne, c'est ça le changement climatique. Non, c'est pas vrai. Dans l'histoire, on a toujours eu des phénomènes extrêmes, on a toujours connu des crues éclairs sur le pourtour méditerranéen. Et quand on remonte jusqu'au Moyen-Âge derrière, sur la ville de Valence, jusqu'à récemment, on a toujours eu des victimes. Dans les années 80, on a eu 5 mètres de hauteur d'eau dans la ville. Donc, on a toujours connu ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien sûr accélérer dans le mauvais sens ce cycle de l'eau, puisqu'on ne permet plus d'accueillir cette eau, on ne permet plus de la laisser pénétrer, et finalement, eh bien, on a des vitesses qui s'accélèrent. Mais par contre, on voit très bien que oui, on va avoir, c'est comme cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, une Méditerranée plus chaude, une zone atlantique plus chaude, eh bien ça va contribuer à plus de vapeur d'eau et donc plus de précipitations. Donc, en fait, tout est toujours à la marge, tout est toujours à nuancer, mais il faut comprendre la big picture, c'est-à-dire vraiment essayer de voir de manière systémique qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, quels impacts. Parce que parfois on croit bien faire, on a essayé de bien faire dernièrement, par exemple en enlevant la pollution des cargos en Atlantique, en se disant, bon, bah, voilà, derrière c'est une norme anti-pollution, on a réussi, on a gagné. Sauf que derrière, ça a été un des principaux réchauffements de l'Atlantique l'année dernière. Pourquoi ? Parce que vous avez enlevé les nuages bas. En enlevant ces nuages bas, eh ben, on s'est retrouvé avec un albédo, avec finalement un impact solaire beaucoup plus fort, beaucoup plus important, et on s'est pris de plein fouet le fait qu'on avait des conséquences. On parlait de la Chine tout à l'heure. Les normes anti-pollution en Chine, aujourd'hui on a des preuves tangibles, eh bien, ils agissent plutôt dans le bon sens avec une méthode chinoise. Eh bien, ça a des conséquences sur toute l'Asie, et notamment sur le fait de réchauffer encore plus l'Asie, parce qu'on a des matières en suspension qui sont plus présentes, parce que quelque part, la pollution nous protégeait. Et donc, comprendre en fait à quel point tout se joue, un peu comme un architecte avec beaucoup de finesse, comprendre que ce cycle de l'eau, on a cette capacité de pouvoir restaurer, mais en jouant avec les bactéries, avec les microbiotes. Nous ne serions rien, tous autant qu'on est ici, si on n'avait pas plus de bactéries que de cellules humaines dans nos corps. Et donc, si on ne jouait pas avec ça, eh bien, de la même manière, si on ne nous hydrate pas en continu, eh bien, on a des conséquences. Je cite un autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui, pour moi, est flagrant et nous montre où on en est. Il y a des études dernièrement qui ont montré que la plupart des migraines étaient liées directement à la déshydratation du corps. On ne boit pas assez, on ne boit pas assez doucement, on ne boit pas assez finalement en mâchant notre eau et en prenant le temps de boire. Donc on déshydrate nos corps. Pourquoi ? Parce que le cerveau est le premier organe dans le système qui se sert de l'organisme, qui se sert de l'eau dès qu'elle arrive. Eh bien c'est un peu pareil dans les terres. En fait, aujourd'hui, on navigue entre le trop d'eau qui vient, qui chasse tous les sols, il faut voir exactement, et le pas assez d'eau. Et donc, il faut comprendre que de la même manière qu'on a été capable avec nos méthodes, nos manières de nous imposer sur les territoires, eh bien, on a été capable de finalement modifier le cycle de l'eau. On peut aussi revenir en arrière. Et ce qui est magique, et c'est ce qui me donne le sourire tous les jours, et voilà, et c'est que derrière, ça marche. Merci. Donc, à nous d'agir. Je suis désolé, mais je ne peux pas laisser dire que les inondations à Valence n'ont rien à voir avec le changement climatique et qu'on a toujours connu les inondations et que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est pas ce que Emma a dit, je pense. On va parler pendant un quart d'heure. On a désormais des études d'attribution qui permettent effectivement de relier... Emma, tu as parlé pendant un quart d'heure toute seule. On a désormais des études d'attribution qui permettent de relier spécifiquement un événement extrême au changement climatique en faisant tourner des modèles de probabilité, et ces modèles de probabilité indiquent que oui, les inondations à Valence étaient directement liées au changement climatique. Bien sûr, il y a eu des inondations par le passé, notamment à Valence, mais un des effets principaux du changement climatique en Europe, ça va être l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des phénomènes extrêmes, et donc notamment des épisodes de précipitations extrêmes. Il faut réaliser que nous allons de plus en plus souvent, du fait du changement climatique, être confrontés à des phénomènes de précipitation extrêmes qui pourront développer des inondations, effectivement, s'il y a de surcroît des politiques de bétonisation
du territoire. Mais je suis désolé, je ne peux pas laisser dire les inondations, on a toujours connu ça, les canicules, on a toujours connu ça. C'est des propos un peu climato-sceptiques. Alors peut-être, si je peux me permettre, je vais vous laisser toutes les deux réagir. Je ne peux pas me prononcer sur la scientificité du reste parce que je ne suis pas hydrologue. Mais... En fait, cette méthode d'attribution a attribué le fait que le changement climatique, le réchauffement de la Méditerranée que j'expliquais, et de l'Atlantique ont contribué à 12% des pluies. Est-ce qu'on aurait eu un épisode malgré tout avec 88% des pluies? Oui, mais effectivement, c'est ce que je disais, c'est cette goutte d'eau. Le changement climatique vient rajouter en fait ces événements. Donc je suis désolée que tu ne l'aies pas compris, et donc avec plaisir pour te le réexpliquer plus en détail. Mais effectivement, je pense qu'on doit avancer, et surtout avec le respect sur nos territoires. Merci, et on va en arriver à une troisième partie parce que vous êtes tous les trois d'abord porteurs de solutions et d'exemples très concrets sur le territoire, sur le fait que ça fonctionne. Emma, j'ai une petite tendresse pour les territoires méditerranéens personnels que vous connaissez, et notamment une belle ville qui est particulièrement touchée par les inondations. Donc c'est un sujet personnel, François, que je connais très bien et depuis de très longues années. En dehors de ça, un petit mot aussi pour dire que ce que je ressens, c'est que vous portez tous un message il faut travailler ensemble. Et peut-être rappelons-nous ça aujourd'hui, alors qu'on est tous autour de cette table et que vous venez nous éclairer par cette expertise scientifique qui est la vôtre, c'est qu'on a des parlementaires, on a l'État, on a des collectivités, on a des opérateurs de l'État qui sont dans la salle aujourd'hui, des ONG, la société civile qui essaie de se rassembler pour trouver des solutions. Tout n'est pas parfait, et je peux vous garantir que quand on prépare ce type de gros événements, on se rend compte que c'est un peu essayer de monter l'Everest en tongs. Le chemin est long, ça va être dur. Il n'empêche que c'est important de le faire. Et vous êtes là aussi pour nous apporter un éclairage qui soit porteur d'espoir, parce qu'au quotidien, quand on est un élu, un scientifique ou une ONG, c'est pas facile, ou qu'on représente l'État, comme Madame la Préfète, c'est pas facile d'arriver à porter des politiques publiques courageuses. Donc cette dernière partie de la table ronde, elle a pour objectif aussi de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et des territoires qui arrivent à évoluer, s'adapter et changer. François, pour prendre un exemple très concret d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est un sujet de business model qui change à l'échelle territoriale. On a plutôt parlé de foot quand on a parlé de ce territoire, mais malheureusement, ils ne sont pas montés en Ligue 1, c'est Dunkerque. Dommage. Il s'avère qu'il y a des territoires dans les Hauts-de-France qui sont arrivés à faire des shifts économiques et des shifts de business model qui peuvent nous permettre de regarder demain un peu plus positivement. Je trouve que tout le monde devrait aller à Dunkerque, effectivement. Donc je suis désolé de parler d'un territoire littoral dans une zone montagneuse, mais c'est vrai que ce qui me frappe à Dunkerque, c'est qu'il y a encore 10 ans de cela, Dunkerque, c'était la ville qui perdait le plus d'habitants en France. Et personne ne voyait vraiment un futur radieux pour Dunkerque. Les industries fermaient les unes après les autres. C'est une ville qui avait beaucoup de mal à se relever de la fermeture des chantiers navals. Et c'est une ville qui était, il faut le dire, en déshérence économique. Et c'est un territoire qui, en associant les forces économiques, politiques, et la société civile a réussi à faire de cet enjeu de la transition, de la décarbonation, non pas une contrainte qui pèserait sur l'économie du territoire, mais au contraire, ils ont pris ça à bras-le-corps et ils se sont dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ces logiques de décarbonation, ça soit au contraire un facteur de redéploiement industriel du territoire, un facteur d'attractivité des entreprises et qu'on crée en fait une véritable renaissance du territoire autour de cette transition. Et donc, ils ont commencé à attirer peu à peu toute une série d'entreprises actives sur la transition. On a eu des entreprises qui font des batteries électriques, le champion français Vercor, puis à côté des entreprises qui font du recyclage de batteries électriques, des méthaniseurs. Et on a vu véritablement tout un écosystème de la transition se mettre en place à Dunkerque. Et le résultat, c'est que désormais, Dunkerque regagne des habitants avec 20 000 nouveaux emplois créés sur 5 ans. C'est que 4 nouveaux hôtels ont ouvert à Dunkerque l'an dernier, ce qui est quand même généralement un signal assez positif dans une ville quand les hôtels rouvrent. Et donc je trouve que Dunkerque, en tant que laboratoire de la transition, à partir d'une région qui, il faut le dire, n'avait pas toutes les cartes en main pour se redresser, eh bien, a réussi à faire de la transition un vrai projet économique et social. Et j'ai envie de dire, si nous pouvions chacun nous inspirer de cette expérience de Dunkerque, et il y a certainement plein de choses à faire aussi pour réinventer le modèle économique des stations de montagne, en particulier des stations de basse et de moyenne altitude qui vont être touchées par un enneigement moindre. Je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'inspiration à trouver là-bas. Et pour la Ligue 1, on attendra l'an prochain, mais ils n'étaient pas loin. Et je crois en général, je suis frappé de voir combien il y a énormément de territoires et d'entreprises qui sont engagés dans la transition.
Et je suis toujours frappé de l'énergie et du temps que nous passons, notamment sur les réseaux sociaux, à toujours vilipender et pointer du doigt ceux qui n'avancent pas ou ceux qui reculent. Et je me dis souvent que si on était capable de consacrer ne serait-ce qu'une fraction de ce temps et de cette énergie, non pas à pointer du doigt ceux qui reculent, mais à encourager ceux qui avancent, à valoriser ceux qui avancent, je pense qu'on pourrait faire des pas de géants parce que nous pourrions davantage nous inspirer les uns les autres. Et il ne faut jamais sous-estimer la capacité, même quand on est une petite commune ou un petit territoire, d'activer des leviers de changement qui pourront inspirer les autres et qui donc pourront passer à beaucoup, beaucoup plus grande échelle. Et c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à beaucoup plus grande échelle à partir d'initiatives qui sont souvent locales. Merci. Heidi, tu voulais réagir? Oui, non, mais je trouve ça intéressant, évidemment, de mettre en lumière les projets qui ont du sens, les projets qui marchent. Je voudrais vous parler de Copenhague. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ce qui se passe à Copenhague, parce que Copenhague, il y a beaucoup de tourisme, et ça a été répété ce matin plusieurs fois. On sait à quel point le tourisme est important pour la vallée. Hein, c'est comme ça que cette vallée tourne, évidemment, créer de la valeur. À Copenhague, ils ont essayé de redéfinir comment gérer le tourisme. Donc, il y avait certainement plein de sujets sur le démarketing ou d'essayer de faire venir un petit peu moins de monde. Mais ensuite, pour les gens qui sont sur place, ils ont essayé de mettre en place un nouveau schéma qui est ultra intéressant. Et franchement, j'espère qu'on va tous s'en inspirer. En fait, de récompenser les voyageurs qui mettent en place des actions très locales qui sont bénéfiques pour la ville. Donc, par exemple, c'est pas con du tout. Si on a une demi-après-midi, quelques heures par-ci, par-là, et qu'on aide à aller à nettoyer un littoral, à nettoyer quelques canaux à Copenhague, et ben en fait, on gagne des points. Et ces points, ensuite, on peut les utiliser pour se taper un bon resto, faire une expérience assez intéressante. Et ça marche, mais à fond la caisse. Parce que déjà, Copenhague, c'est assez cher. Donc, je pense que les voyageurs se disent, bah attends, moi, je vais aller ramasser mes petits déchets le long des canaux, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, comme quoi, aujourd'hui, on peut essayer de réinventer ce tourisme. J'ai participé aux universités du tourisme durable. Évidemment, le tourisme a un rôle clé à jouer pour des actions, mais aussi clé à jouer pour la sensibilisation. Voilà, quand on sait, je crois que si je ne me trompe pas, monsieur le maire, c'est 1 million de personnes qui vont à l'Aiguille du Midi, par exemple, par an. Le Montant Vert, hein, ce sont des sites qui drainent énormément de monde. Je sais qu'il y a déjà des activités d'éducation. Il y a souvent même des experts, des scientifiques qui sont basés pendant toute une partie de l'année pour sensibiliser ces populations-là. Il faut continuer. Il faut continuer, certes, au niveau des visiteurs qui viennent de loin, mais ce sujet d'éducation, il faut vraiment le continuer au niveau de ces collectivités, de ces communes. On n'arrivera pas à mettre en place des nouvelles façons de faire si on n'explique pas les enjeux, si on n'explique pas pourquoi. Et les territoires qui arrivent vraiment à faire leur transition, les territoires qui arrivent à transformer l'essai, ce sont des territoires comme ici, mais qui impliquent pleinement les citoyens, petits et grands, qui écoutent ce qui se passe au niveau des territoires, au niveau de ces citoyens, et qui leur donne justement ce pouvoir de discuter des PLU, des SCOT, qui leur permettent de bien comprendre que « Ah, vous voulez ça ? Oui, ça veut dire qu'il faut peut-être reconsidérer ça comme action aujourd'hui. » Et donc, si on arrive, et c'est pour ça que les ONG ont un rôle clé aussi à jouer à ce niveau-là, si on décide de les éduquer comme il faut sur ces sujets, sur les sujets de l'eau, des glaciers, des solutions qui existent, eh ben on voit très bien que c'est beaucoup plus facile ensuite d'expliquer un chemin qu'on est en train de prendre et d'expliquer que, franchement, la nature, le point de fusion de la glace, il ne se négocie pas. Donc, soit on fait ça, mais on ne va pas pouvoir faire les deux. Mais encore une fois, il faut vraiment donner la parole aux citoyens. Pour ce point-là, merci Heidi. Un truc sur la parole des citoyens, pour dire à quel point c'est important que la transition soit portée par un consensus social très fort. Et je crois que les territoires, c'est vraiment l'endroit par excellence où on va pouvoir consulter les gens et puis élaborer un projet avec eux qui va être porté par l'ensemble des citoyens. Parce que souvent, sur des questions d'écologie, on va en faire un enjeu de marqueur idéologique d'un camp contre l'autre. Et donc, un camp va parfois parvenir à imposer telle ou telle législation, mais le problème en démocratie, c'est qu'on n'est pas toujours majoritaire. Et que si ça devient un enjeu idéologique très très fort et un marqueur d'un camp contre un autre, le problème c'est qu'à la moindre alternance politique, vous avez tout qui est remis en question. Et ça, c'est dramatique pour la transition parce que la transition, elle a besoin de continuité sur le temps long. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un consensus social fort autour des mesures de transition parce que sinon, elles vont être remises en cause à la moindre alternance politique. Et nous avons évidemment besoin d'alternance politique en démocratie, mais la transition a besoin d'un cap clair et d'une continuité sur le long terme. Et donc la manière de réconcilier nos impératifs démocratiques avec les impératifs
de prospective et de long terme de la transition, c'est de s'assurer que les mesures soient portées par un consensus social très fort, d'où l'importance des consultations et de la construction avec les citoyens. Ça tombe bien qu'on soit dans une COP départementale et je voulais par ailleurs féliciter l'ensemble des organisateurs, notamment les services de la préfecture et les parlementaires, parce que pendant qu'on se parle là, il y a une émission qui s'organise avec les collégiens du département. Et en fait, ces collégiens sont accompagnés par tous les services et ils sont en train de faire une émission de radio en direct et ils vont avoir le plaisir de vous interviewer derrière pour comprendre quels sont les enjeux du dérèglement climatique, mieux pouvoir le restituer parce qu'ils sont aussi dans une formation de prise de parole en public et tous ces petits blocs mis ensemble qui existent parce que quand on est dans des territoires de montagne, il n'y a pas de sujet de couleur politique. J'ai rencontré un peu tous les élus et les responsables publics de ce territoire. Tout le monde est bien conscient visuellement et dans sa chair des effets du dérèglement climatique. Il y a une forme de consensus. Il n'empêche qu'il faut travailler ensemble. Et ce petit exemple que je voulais vous citer, des étudiants juste à côté d'un collège, étudiants et élèves de 5e, incarne assez bien la manière dont il faut faire de la pédagogie là-dessus. Sur les choses qui marchent, parlons un peu des choses qui marchent, Emma, parce que ça existe, même sur l'eau, alors que le cadre mondial pourrait nous laisser un petit peu désespérés. Vous accompagnez en particulier le pourtour méditerranéen. Et sur ce pourtour méditerranéen, il y a des villes qui ont un historique assez gigantesque de crues et d'inondations. Pourtant, parce que vous passez beaucoup de temps aux côtés des collectivités, des régions, des départements et de l'État, il y a des constats et des conclusions extrêmement positifs. Est-ce que vous pouvez nous les illustrer ? Oui. Alors en fait, quand on a d'abord pendant très longtemps la politique sur le risque inondation, c'était d'essayer de construire des barrages, construire des digues et de dominer l'eau, de la dompter. On était un peu sur l'héritage napoléonien de ces grandes crues de la Loire où il était arrivé, il avait demandé au grand corps de l'État, faites-moi rentrer ces eaux dans leur lit. Et donc jusqu'à à peu près le début des années 2000, 2005, la logique était tout contre l'aléa, contre la menace. Et puis, on a commencé à se rendre compte que ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire qu'on avait beau construire des barrages qui permettaient, par exemple, d'écrêter les crues. On en a construit 3 sur le bassin du Vidourle, qui est un bassin particulièrement colérique en Méditerranée et qui traverse la ville de Sommières, qui est régulièrement inondée. Et on s'est rendu compte que ces barrages devenaient transparents. Pareil pour le barrage de Villerest sur la Loire. En fait, tout ce qu'on pouvait construire à un moment donné ne réussissait pas malgré tout à dompter l'eau, voire même pire, dès que vous construisez une digue, vous construisez une potentielle rupture de digue derrière. Et donc, il y a eu toute une politique de l'État pour se dire, mais finalement, les personnes qui sont situées derrière les digues ne sont pas finalement tant protégées que ça. Et donc, on a changé complètement la logique en se disant, et si on protégeait l'enjeu, l'aléa ? L'enjeu, c'est l'habitat, la famille, c'est l'entreprise, et si on allait conjointement travailler sur les territoires. Et donc, on a démarré avec la ville de Nîmes sur un énorme projet qui dure encore depuis maintenant 10 ans. Et on s'est dit, finalement, c'est une des villes qui a été le plus inondée. C'est un peu comme quand on apprend à skier sur une piste noire, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si je suis dans le thème ici, mais en tous les cas, derrière, vous arrivez... Les inondations à Nîmes, c'est 2 mètres de hauteur d'eau, une turbidité qui est absolument énorme. C'est des bassins qui réagissent extrêmement violemment, rapidement. Parfois, la cellule orageuse fait 30 km de large et à côté, il fait beau. Donc, en fait, vous venez avec votre voiture parce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un risque juste à côté. Et donc, en démarrant là-bas, on a réussi à adapter au risque inondation un tiers des gens qui habitaient dans la zone inondable la plus élevée. Donc, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Bien sûr qu'il y a eu des travaux à l'amont aussi pour essayer de travailler sur l'aléa, mais on a travaillé sur les deux. Et puis, ça a été comme un effet boule de neige. On a commencé à travailler ensuite sur Montpellier, sur Cannes, sur Nantes, sur tout le pourtour méditerranéen, le pourtour atlantique. Et à chaque fois, on doit s'adapter au nouveau territoire. Parce que quand on a des entrées d'eau salines, on n'a pas les mêmes corrosions dans les bâtiments, donc on n'a pas les mêmes atteintes et on n'a pas les mêmes solutions. Ces solutions, aujourd'hui, elles sont prises en charge en grande partie par l'État. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les populations. Et on se rend compte que ça marche. On a testé beaucoup de choses. Il faut aussi favoriser l'environnement, favoriser la communication, réussir à accompagner. Et le plus grand défi qu'on a aujourd'hui, c'est que dans ce cycle de l'eau qui s'accélère en France, eh bien, il y a une modification de la manière dont l'inondation se produit. Et il y a un chiffre assureur qui me semble assez parlant. Sur ces 5 dernières années, ce sont les assureurs qui nous le disent, 50%
plus de 50%, des personnes qui ont été sinistrées d'une inondation habitent en dehors de zones inondables. Alors, ce n'est pas qu'on fait mal notre travail, parce qu'on le fait plutôt très bien, c'est plutôt que comme le cycle de l'eau s'accélère, et donc le champ précipitant du nuage va avoir tendance à générer une intensité plus violente sur un pas de temps plus court, eh bien, l'eau n'a plus le temps de rejoindre son bassin. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le ruissellement, eh bien, on peut agir très vite sur la dimension structurelle du bâtiment. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de l'humain à l'intérieur de ce bâtiment, donc il faut travailler non seulement sur la dimension structurelle, mais aussi organisationnelle. Permettre de comprendre lors d'une inondation s'il faut évacuer ou se confiner, c'est un élément essentiel. Et suivant là où vous habitez sur le territoire, eh bien, ce sera l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, il faut qu'on prévienne les gens. Il faut qu'on les accompagne aussi à comprendre là où ils travaillent, là où ils ont l'école de leurs enfants, s'ils vont traverser une route inondable. Est-ce que ça vaut le coup, à un moment donné, d'aller chercher son enfant en pleine vigilance orange ou rouge? C'est des vraies questions. Et donc aujourd'hui, on arrive à accompagner non seulement ces habitants dans les maisons, sur leur niveau de conscience, on les aide. C'est des choses qui peuvent être très triviales, mais quand vous devez mettre ce qu'on appelle des bâtardeaux, c'est-à-dire des portants qui évitent à l'eau de pénétrer dans un bâtiment, eh bien parfois il faut accompagner la personne, âgée ou non d'ailleurs, à les numéroter pour savoir exactement à quelle fenêtre il faudra la poser. En fait, il faudra aussi réfléchir, est-ce qu'on doit aller dans un niveau refuge? Eh bien on va aider les gens à s'inscrire sur les systèmes d'alerte pour qu'ils soient prévenus, pour qu'ils puissent monter au bon moment, parce que ça ne sert à rien d'avoir un niveau refuge si on n'a pas l'information. Donc en fait, ça concourt à tout ça, et ça marche tellement que la Banque mondiale nous a demandé d'être un modèle aujourd'hui au Brésil. À l'international, on est en train de déployer nos méthodes, parce qu'on a des résultats concrets, et donc plus vous avez une population qui est consciente du risque, qui le regarde avec lucidité et qui agit, plus ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, le grand champ qu'on a devant nous, c'est vraiment la question des sécheresses, qui est un traumatisme beaucoup plus transparent. On le voit moins, il n'y a pas les caméras qui viennent, et pourtant aujourd'hui les assureurs ne peuvent plus aller dans les zones de retrait-gonflement des argiles, alors que là encore il existe des solutions simples. Si on récupère de l'eau quand elle tombe, et si on réhydrate les sols, un peu comme je vous parlais derrière de nous réhydrater nous en continu, eh bien vous évitez cette rétractation massive, et ça marche. On peut limiter 90% du risque. Pourquoi on ne le fait pas systématiquement partout? Donc c'est vraiment toutes ces solutions qu'on va devoir réfléchir, mettre en œuvre, travailler sur des chaussées drainantes, travailler sur des nouvelles solutions. Peut-être que demain, on financera le fait d'enlever les pavés de terrasse, parce qu'on récupérera ce lien avec les nappes. C'est un champ de recherche que j'ai exploré à un moment donné. C'est le lien de ces nappes souterraines sous les villes et de leur lien, en fait, avec cette carapace qui se situe au-dessous. Eh bien, il va falloir faire respirer quelque part cette eau pour permettre justement l'évaporation massive. Et quand ça s'évapore à travers les arbres, eh bien, c'est le plus grand climatiseur naturel, l'arbre, parce que finalement, il va aider à refroidir. Donc, on peut non seulement lutter contre les vagues de chaleur, mais on peut, qui plus est, en fait, travailler sur tous les extrêmes. Et donc, dans un moment où ces extrêmes s'accentuent, sont en train d'osciller en passant d'un à l'autre, eh bien, je crois qu'il y a, à un moment donné, ce frein à gérer. Et de la manière dont on a fait des erreurs dans un sens, on peut revenir aujourd'hui dans un autre sens. Ça donne un petit peu d'espoir. Heidi, au quotidien, quand on est glaciologue, ils sont où les motifs d'espoir? Elles sont où les solutions concrètes qui permettent de montrer qu'on va dans le bon sens? Oui, c'est vraiment une question très importante, parce que nous, je vais être limpide là-dessus, hein, nous, notre monde s'effondre, hein, que ce soit le dégel du permafrost, les glaciers qui fondent, les calottes polaires qui perdent des centaines de milliards de tonnes de glace chaque année. Et en fait, il faut vraiment qu'on réalise que c'est dans des territoires comme celui-ci que tout commence. On prenait l'analogie de la cordée, on a besoin de premiers de cordée, quoi. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres, parce que ça me travaille, il faut que je vous les passe. En fait, l'Europe, les glaciers d'Europe, ce sont les glaciers qui ont le plus perdu de glace depuis l'an 2000. Ils ont perdu pratiquement 40% de leur volume, hein, c'est stratosphérique. Et là, si on ne réagit pas, on risque de voir ces montagnes se désenglacer, quoi. Et il faut être limpide là-dessus. On les voit déjà, on l'a tous vu, les Bossons, Tacona, la mer de glace se retirer, mais ça va faire que s'accélérer vraiment dans les années à venir, quoi. Et donc, apprenons de ce qui s'est déjà passé jusqu'à maintenant, regardons ce qui s'est passé. Je suis très heureuse de voir qu'il y a une super session des RTM de restauration des terrains en montagne sur la Bérarde. Apprenons de ce qui s'est passé à Blatten.
Parce que vraiment, il va nous falloir du courage quoi, d'affronter tout ça. Et vraiment, je sais qu'on arrive petit à petit vers la fin de cette table ronde, mais ce que j'aimerais demander de tout le monde par rapport à ces sujets-là, c'est de la bienveillance. En fait, ces sujets, ils nous terrifient. Je pense que quand on regarde les montagnes, moi je regardais les montagnes hier quand il fait 30 degrés, que je veux dire, moi j'avais mon cœur qui se serrait quoi, de regarder ces glaciers, de regarder ces montagnes. Je ne sais pas vous, mais ça m'a vraiment choqué. J'ai vraiment ressenti quelque chose de physique hier par rapport à ça. Et aujourd'hui, oui, on a peur. Oui, il y en a qui avancent, il y en a qui traînent un petit peu des pieds. Mais vraiment, ce qu'on a besoin entre nous, c'est de se serrer les coudes, quoi. On a besoin de continuer ce dialogue, on a besoin d'humanité autour de ces sujets-là. Je suis pas naïve. Hein. Il y a je vais les mentionner. Hein. Il y a des sujets qui tentent tout le monde en ce moment par rapport au sujet des risques, par rapport aux JO. On les a pas encore mentionnés, mais je pense qu'il faut le mentionner. Il y a des sujets qui nous tentent tous. Mais vraiment aujourd'hui, si on veut donner la meilleure chance possible à ces montagnes, c'est de penser au temps long, quoi. Et oui, il y a des enjeux de valeur, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux à chaque trimestre. Mais aujourd'hui, si on veut vraiment donner la meilleure chance possible à ces montagnes, oui, il va falloir regarder les enjeux de l'eau, il va falloir regarder les enjeux des gaz à effet de serre, il va falloir regarder les enjeux du tourisme. Et on a vraiment besoin que cette belle vallée et des pays qui nous environnent, ils aient le courage d'être des premiers de cordée, quoi. Alors oui, des fois, ça ne plaît pas à tout le monde, clairement. Mais réalisons qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que des choses qui nous divisent. Parce que cette montagne, on l'aime, parce que cette montagne nous apporte du bonheur, de l'émerveillement. Et donc, osons regarder ces sujets frontalement et osons continuer à tendre la main, comme tu disais, François, aux uns et aux autres, pour qu'on avance ensemble. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu parlais des jeunes générations qui enregistrent une émission de radio, ils vont nous juger, ils nous jugent déjà des actions qu'on mène en place aujourd'hui, quoi. Donc franchement, des fois, oui, on est un peu des poils à gratter, hein, on n'hésite pas à l'être, parce qu'en fait, on est en conscience, nous, de réalités physiques avec lesquelles on ne peut pas négocier, mais aussi des co-bénéfices économiques qu'on a à le faire, des co-bénéfices pour la santé humaine qu'on a à le faire. Donc franchement, c'est vraiment le mot de soutien que je voudrais vous adresser aujourd'hui, mais on a besoin déjà de prendre de soin des uns et des autres, de bien s'appuyer sur des valeurs qui nous rassemblent et d'avancer ensemble. Donc, s'il vous plaît, quoi. Aujourd'hui, c'est une journée qui compte. Cette COP, elle compte. C'est pas juste une transition des bisounours vers laquelle on va. C'est une vraie remise en question de notre façon de fonctionner. Mais si on a vraiment ce cœur dans la montagne, comme vous l'avez, j'en suis sûre, tendons-nous la main et avançons ensemble. On ne pouvait pas mieux le dire. Merci à tous les trois pour votre temps. Merci. Et au travail, tout le monde, pour la COP. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Je serais un bien piètre hôte si je n'adressais pas mes remerciements, comme cela vient d'être fait, à nos trois intervenants pour la qualité de leurs propos. Et si je ne reprenais pas le mot conclusif d'Heidi qui nous incite à une meilleure coopération. Et je voudrais à ce titre-là dire également tous mes souhaits que nous puissions travailler avec tous les niveaux territoriaux ensemble. Et je le dis pour nos parlementaires ici présents, parce qu'on a des parlementaires, cher François Gemène, qui parfois, c'est les parlementaires qui ont été élus par le peuple, hein, donc il faut les respecter. Et puis on a des parlementaires qui font bien leur travail et qui votent de la bonne manière. Donc je voudrais vraiment vous remercier à la fois pour votre présence, pour votre soutien constant. Madame la préfète également, vous dire à quel point moi j'ai plaisir à ce que nos chantiers avancent de mieux en mieux sur les sujets sur lesquels on fait lien. J'en ai évoqué 2 ou 3 dans mon propos inaugural. Il y en a certes plein d'autres, mais c'est cette notion de cordée qui nous permettra d'avancer. Je voulais juste dire ces propos parce que pour la suite des opérations, moi je ne voudrais pas qu'il y ait de petits malaises. C'est bien ensemble qu'on ira. Merci beaucoup à vous.